Et bonjour. Donc, pour ceux qui sont déjà là, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on attaque une seconde lecture du livre Partie italienne, La malédiction d'Arwen, par monsieur, je l'écris quelque part, ouais, monsieur Thierry Leguet. Et on reprend au chapitre 7. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous prendre une petite boisson chaude ou fraîche et de vous installer confortablement, parce qu'on va attaquer. Moi, de toute façon, je peux plus bouger. J'ai déjà mon chocolat chaud à portée de main, mon eau gazeuse au bout de mes pieds et le petit chat pour la paralysie féline. Donc chapitre 7. La victoire en poche, Louise s'était enfin endormie et en décousait avec un horrible cauchemar la faisant anormalement transpirer. Donc pour rappel, on avait quitté Louise, donc l'héroïne, sur une partie d'échecs en rapide, donc un blitz, où elle avait très facilement gagné puisqu'elle avait réglé une difficulté moyenne. Elle voyait Célérine, dans une colère noire, en train de déchirer en 1000 morceaux les lettres écrites par son père pour y envelopper des pièces d'échecs qu'elle jetait dans les flammes ardentes de sa cheminée. En transe, les mains tendues vers le ciel, la grand-mère implorait les esprits les plus cruels de la forêt pour qu'ils punissent tous ceux qui, à l'image de sa petite fille, se refusaient à venir à Tiglas manger ses galettes de blé noir. Louise se réveilla en sursaut. Ouf, ce n'était qu'un rêve, un horrible cauchemar comme elle en faisait si souvent. Son regard se figeait une nouvelle fois sur le visage de son père. Il assurait toujours pour emmener sa famille à destination. Sur ce point au moins, il ne manquait pas de courage. Pour le reste, Louise regrettait qu'il soit ainsi, si différent de ce qu'elle s'imaginait d'un père. Que pouvait-elle faire pour qu'il le devienne? Peut-être l'aider, lui dire un petit quelque chose, lui tendre une perche. Qui sait s'il ne se lâcherait pas un peu, là, à présent qu'ils étaient tous les deux seuls dans le noir. Louise se racla exagérément la gorge, comme lui le faisait toujours avant de s'exprimer. Elle osa. Ne t'endors pas et n'oublie pas que je t'aime. Franck tourna la tête vers sa fille. Il crut avoir rêvé. Mais non, c'était bien à lui qu'elle s'était adressée. C'est gentil, ma chérie, mais il est tard. Tu devrais dormir maintenant. Tentative infructueuse. Malgré sa soi-disant volonté de changer, Louise venait d'avoir la preuve qu'il n'était toujours pas prêt à lui dire je t'aime. Qu'est-ce qui pouvait bien l'en empêcher? Un blocage? Lequel et pourquoi? Louise referma ses yeux, appréciant malgré tout d'être la chérie de son père. Il venait de lui dire, et quelque part cela lui avait fait chaud au cœur. À l'image de son frère, elle aussi finit par s'endormir. La conversation qu'elle avait eue avec les étoiles, l'intensité des émotions ressenties à l'attaque de sa partie d'échecs, le commandement de 30 000 hommes et les prémices d'une pseudo-déclaration d'amour avaient eu sur elle un effet léthargique d'une rare intensité. Un phénomène qui ne se produisait guère lorsqu'elle était dans son lit. Là, c'était souvent plus difficile pour s'endormir, l'esprit toujours préoccupé à penser aux autres et à leurs petits soucis. À Nolwenn qu'elle délaissait. À Marie, qui n'avait jamais eu la chance de partir en vacances. Ou encore à sa grand-mère, qu'elle abandonnait auprès de sa cheminée. D'autres fois, c'était à son père qu'elle songeait. Elle l'aurait volontiers échangé contre un autre, plus tendre. Et quand ce n'était pas à lui, c'était à sa mère, et la peine qu'elle portait pour avoir perdu son père en début d'année. Même son frère la tracassait. Il ne lui avait jamais dit, mais elle s'en faisait terriblement pour sa scolarité. Ses résultats n'étaient pas aussi brillants que les siens. Puis, lorsqu'enfin elle avait fini de faire le tour de toutes ses connaissances, elle repensait aux échiquiers et aux drôles de symptômes qu'elle ressentait désormais à leur contact. Confrontée à tant d'angoisse, difficile de trouver le sommeil. Alors elle se levait en cachette et avalait un petit comprimé de valériane, censé lui apporter l'apaisement nécessaire à trouver enfin le sommeil. Depuis le début de l'année, c'était surtout à Louis, son grand-père maternel, qu'elle pensait. Un homme drôle, toujours prêt à raconter une bonne blague. Né juste avant la Seconde Guerre, il avait passé une grande partie de sa vie à travailler dur, ne s'octroyant que peu de loisirs, si ce n'est celui de lire. Féru de littérature, il avait transmis sa passion à sa fille Émilie, qu'il avait à son tour transmise à Louise. Bien que roublard et amuseur,
On disait de lui qu'il avait dû naître avec la bouche fermée, tant il préférait écouter que parler. Et en cela, sa fille Émilie lui ressemblait terriblement. Quand on évoquait son enfance, ou son père déporté en 1943, il faisait toujours diversion, préférant parler d'autre chose. Il avait, paraît-il, à cette époque, tué un homme et ne souhaitait pas en parler. Ce souvenir l'obsédait. Pourtant, la discussion s'en arrêtait toujours là. Lui non plus ne s'était jamais confié, ni aux uns ni aux autres, jusqu'au jour où il en avait décidé autrement, à l'heure de son dernier souffle. Louise eut la chance de partager cet instant avec lui, un moment exceptionnel. Et ce qu'il lui confia ce jour-là la bouleversa tellement qu'elle y repensait chaque soir, jusque dans cette voiture où elle avait encore regardé les étoiles pour l'apercevoir quelque part là-haut. Louise repensait souvent à ce samedi tragique, après l'épiphanie, lorsque ses parents l'avaient emmenée à l'hôpital voir son grand-père avoir une énième opération pour ôter une tumeur au poumon. Selon le chirurgien, Louis était une victime caractéristique des atmosphères viciées du XXe siècle, et ce n'était pas faux. Abus de tabac pour oublier qu'il avait été orphelin d'un père parti trop vite, surexposition aux particules d'amiante à force de trimer sur des chantiers malfamés et overdose de radiateurs nucléaires pour avoir habité au pied d'une centrale nucléaire. D'avoir avalé autant de saloperies au cours de sa vie le faisait souffrir si intensément qu'il avait fallu le transférer d'urgence. Une fois arrivée sur place, Louise dut rester avec lui un bon moment, seule à seule, le temps de régler un certain nombre de formalités administratives. Elle n'avait pas vraiment eu le choix, et le quart d'heure qui s'annonçait lui paraissait déjà devoir durer une éternité. Jamais elle ne s'était retrouvée en tête-à-tête avec un malade sur un lit d'hôpital. Que fallait-il faire ou dire? Encore un grand moment de solitude en perspective. Une horreur, rien que d'y penser. Louise resta seule avec son angoisse auprès de son grand-père assis dans son lit. Il avait l'air plutôt en forme, et pour une fois les douleurs lui semblaient supportables. Il s'adressa rapidement à elle en blaguant. « Dis-moi, Louise, tu connais l'histoire du condamné qu'on emmène à la chaise électrique pour son exécution ?»« Non, je veux bien que tu me la racontes. » Le type demande au maton. « Mais qu'est-ce que vous allez me faire ?» Et là, le bourreau lui répond. « Asseyez-vous, du calme, on va tout de suite vous mettre au courant. » Elle est drôle, non? Louise rit bêtement. Et tant pis si elle n'avait pas compris la blague. L'angoisse de dire une bêtise la tenaillait. Pourtant, elle avait très envie de parler, de poser des questions sur la maladie et sur les suites de l'opération. Mais elle n'osait pas le faire par pudeur, par peur d'être maladroite ou indiscrète, préférant figer son regard sur la couverture noire et bleue de son nouveau roman, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Pendant de longues minutes, d'interminables minutes, Louis ne cessa jamais d'observer sa petite fille. Il la contemplait dans les moindres détails, comme on scrute son angoisse. Assis dans son lit, il semblait mener en silence une réflexion des plus intenses. Quand soudain, il se frotta le visage avec vigueur et engagea de nouveau la discussion. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire demain? Finir de lire Harry Potter ?»« Non, demain j'ai échec, comme chaque week-end. Je participe aux qualifications pour les championnats de France. »« Bien, tu vas y arriver. Tu t'es tellement entraîné dur ces dernières années que tu vas être récompensé de tes efforts. Le travail finit toujours par payer, tu sais, et si ça continue, tu vas même devenir plus forte en maths qu'en algèbre. » Ce coup-ci, Louise comprit la blague. Elle était fine, du Louis tout craché. « Je suis certain que tu vas te qualifier et, une fois de plus, tout le monde sera fier de toi. Mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Il ne te l'a peut-être jamais dit, mais... Il ne te l'a peut-être jamais dit, pas, mais il l'est. Je vous jure que c'est la phrase. Il ne te l'a peut-être jamais dit, pas, mais il l'est. J'en suis sûre. C'est vrai qu'il n'est pas très causant. Lui aussi doit porter un lourd secret qui l'empêche d'exprimer son bonheur. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça. Parce qu'au fond, je lui ressemble un peu. Sauf que moi, je triche. Je camoufle ma tristesse, ma peine et mes souffrances derrière mes rires. Pas lui. On porte tous des brisures en nous. Certains arrivent à les soigner, d'autres pas. Un ange passa et Louis devint subitement sérieux.
le visage grave, ce qui ne lui ressemblait pas. Lui d'habitude sait en jouer. Il poursuivit. Puisqu'on en vient à parler d'échecs, toi et moi, je vais te confier un secret, Louise. Un secret que je n'ai jamais dit à personne. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le moment ou jamais. À personne? Non, à personne. Tu seras la seule. Condamnée toi aussi à être au courant. Louis se mit à rire. Pas Louise. Tu sais, ça fait très exactement 70 ans que je n'ai pas retouché à un échiquier. Il faut dire que le souvenir que j'en ai gardé m'a dégoûté, d'y rejouer à jamais. Ah, parce que tu as su jouer aux échecs? Tu ne me l'avais jamais dit? Oui, enfin si on veut. La dernière fois que j'y ai joué, c'était à la Commandanture, un grand bâtiment occupé par les nazis pendant la guerre. J'étais allé là-bas pour accompagner mon père, soupçonné d'appartenir à un réseau de résistants. J'avais 6 ans, c'était l'été 1943. Ce début de conversation plut à Louise. Elle referma son livre et le posa à terre. Finalement, d'être en tête-à-tête avec son grand-père, même hospitalisé, n'était pas si terrible que ça en avait l'air. Ça pouvait même s'avérer être un moment précieux, d'autant plus qu'on y évoquait les échecs. Il semblait vouloir lui confier un grand secret, et l'intérêt qu'elle manifestait sur son visage juvénile l'encouragea à poursuivre son récit. Dans la salle d'attente, bizarrement silencieuse malgré les nombreux Allemands qui circulaient, traînait un échiquier. J'ai échangé machinalement quelques coups avec mon père lorsqu'un officier est apparu devant nous. Ah, vous savez échouer aux échecs, monsieur Lefebvre? Oui, ils ont mis des F partout. Des F et des che. Un peu, répondit modestement mon père. Puis le type lui a demandé de le suivre jusqu'à son bureau, situé en face de moi. Mon père s'est assis et a ajouté ce qu'on avait à lui et a écouté ce qu'on avait à lui reprocher, sans que je ne puisse rien entendre. Après un certain temps, l'ESS est revenu vers moi pour se saisir de l'échiquier et m'a regardé d'un air sadique. Viens, petit, viens voir ton père faire la plus belle partie de sa fille. S'il gagne, il pourra repartir avec toi, mais s'il perd, tu ne le referas plus, jamais. Viens l'été, mais fais attention au mauvais coup, ça pourrait lui être fatal. Louis racontait ces dialogues avec une telle précision qu'on aurait pu croire à une conversation tenue la veille. Il avait dû être si traumatisé qu'il s'y revoyait dans les moindres détails. Gestes, paroles, accents, sans omettre l'enchaînement des dialogues. Louise l'écoutait avec la plus grande attention. Ces minutes ont été les plus effroyables de toute ma vie. Tu l'as suivi? Demanda Louise. Oui, je l'ai suivi, et je me suis assis à côté de mon père pour le regarder jouer. Quelle angoisse! Chaque fois qu'il touchait une pièce, je priais pour que ce soit la bonne, pour qu'il fasse le bon coup. Un coup juste et précis. Mais il n'était pas très fort, et sa cause était perdue d'avance. Sinon on ne lui aurait pas proposé de jouer. J'aurais tellement voulu l'aider, mais moi non plus je n'étais pas très fort. Pas suffisamment initié. Je lui aurais forcément soufflé une ânerie, alors je me suis désespérément tue. Au final, le vent du désespoir a soufflé si fort que je me suis retrouvée à terre, complètement inconscient. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que chez nous, les Lefebvre, il en a toujours été ainsi. Mon corps venait de réaliser ce que mon esprit n'avait toujours pas compris. Et il me le faisait comprendre, des sensations si fortes qu'on ne peut pas les ignorer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Et puis le trou noir. Le malaise. Lorsque je suis enfin revenue à moi, j'ai fait un vœu. Celui d'avoir un pouvoir magique qui me permettrait de lutter à armes égales contre un ennemi bien plus fort. J'aurais tout donné pour être certain de faire le coup gagnant et mater ce salaud. Mais je ne l'avais pas, et mon père a perdu la partie. En perdant la partie, il a perdu sa famille, et en perdant sa famille, moi, j'ai perdu mon père. C'est de lui dont je parle lorsque j'évoque cet homme que j'ai un jour tué. On l'a déporté et je ne l'ai jamais revu. Voilà ce que mon corps avait compris. Louise n'en revenait pas. Tu vas me trouver bête, mais je n'avais jamais pensé que toi aussi, tu avais pu avoir un père. Si, j'en ai eu un, mais pas assez longtemps. Orphelin à 6 ans, tu parles d'une misère. On m'a ramené chez moi sous les pleurs inconsolables d'un môme qui s'imagine responsable d'avoir tué son père. Je ne me le suis jamais pardonné, mais aujourd'hui je viens de le faire. En te regardant tout à l'heure,
J'ai vu à quel point tu me ressembles, à quel point tu as mes traits et ceux de ta mère. Quelque part, j'ai donné la vie, semé du bonheur et de l'amour. Je suis fière de vous. Je suis si fière de vous que je réalise enfin que je ne suis pas complètement le nul que je me suis toujours imaginé être. De s'en rendre compte aide à se pardonner, tu sais. En plus, tu m'as vengé des échiquiers. Toi, au moins, tu es une vraie championne. Et ce que j'ai vécu ne pourra jamais t'arriver. La gorge serrée, elle écoutait parler son grand-père. Il avait tellement à dire. Je m'étais fait 2 promesses, celle de ne jamais rejouer et celle de retrouver un jour mon père pour contempler avec lui les étoiles. Pour la première, je ne me suis pas menti. Pour la seconde, chaque seconde qui passe m'en rapproche un peu plus. Mais je ne te comprends pas. Tu comptes rejouer aux échecs? Oui. Demain, je prends ma revanche. Mais tu ne peux pas. Demain, tu te fais opérer. Son corps lui faisait à nouveau ressentir les mêmes sensations douloureuses que celles perçues à la commandure. À la commandanture, mais punaise, il y a des fautes partout. Son corps lui faisait à nouveau ressentir les mêmes sensations douloureuses que celles perçues à la commandanture et qu'il n'avait jamais pu oublier. Je suis en train de revivre un moment M, ma puce. Un moment unique où tout mon corps réagit à des ondes prémonitoires. Un moment M demanda Louise, inquiète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te parle de ce moment unique où l'on a rendez-vous avec son destin. Un instant magique pour qualifier ce petit laps de temps où tout bascule vers celui qui nous attend depuis toujours. Mais je comprends pas. Qui nous attend depuis toujours? Questionna Louise, intriguée par tant de mystère. Mais notre destin, voyons. Et chez nous, le Lefebvre, le corps a ce don de le pressentir. Vraiment? On posséderait en nous une sorte d'intuition? Un 6e sens? Oh oui, crois-moi. Ce que j'ai ressenti à la commandanture ne m'a pas trahi. Et aujourd'hui, je ressens ces mêmes sensations. Regarde mes bras, comme la peau se hérisse. Pose ta main sur ma poitrine. Ressens la folie des battements de mon cœur. Vois mes... Pardon? Vois mes mains comme elles se mettent à trembler. Mon adversaire de ce soir est tout aussi cruel et tout aussi redoutable. Mais il ne me fait plus peur cette fois. C'est l'heure de la revanche, et je suis confiant. Promets-moi de n'en parler à personne. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Louise se leva et le serra dans ses bras. Un moment qu'elle n'oubliera jamais. Pour un homme qui était né la bouche fermée, on pouvait s'attendre à ce qu'il parte les lèvres entr'ouvertes, tant il s'était confié. Louise était à présent la seule à connaître le grand secret de Louis. Celui qui lui avait gâché sa vie en le submergeant d'un sentiment de culpabilité dont il ne s'était débarrassé qu'à l'heure de la revanche. Louis était parti vainqueur. Il avait gagné ses 2 parties. Une simultanée, comme disent les joueurs d'échecs. Gagner contre le cancer qui ne le faisait plus souffrir, et gagner contre la barbarie puisqu'il allait enfin revoir son père après tant d'années de séparation. Ce jour-là, Louise avait non seulement aidé son grand-père à partir le cœur léger, mais en plus, elle avait obtenu de précieuses informations pour comprendre ce qu'elle ressentait désormais de si troublant au contact des échiquiers. Alors désormais, plus de doute. Louise en est persuadée. On l'attend. C'est à son tour d'avoir rendez-vous avec le destin. Une improbable rencontre où tout peut basculer, la vie des uns et celle des autres. Et but de travers. Donc, chapitre 8. Après une longue nuit de route, les Waldeck arrivèrent dans le centre de Pise, à l'heure du petit déjeuner. Ils n'étaient plus très loin de la résidence, mais firent le choix de s'arrêter un moment en attendant 8 heures, l'heure officielle de la remise des clés. Un break bien mérité après un voyage aussi éprouvant. Au cœur d'un décor typique de carte postale, leurs yeux alourdis par une nuit trop légère ne savaient plus que contempler. Les commerces en bas des maisons hautes
paradaient de noms évocateurs comme pour mieux les faire saliver. Pizzeria, ristorante, specialità di formaggio ou encore gelateria. Du côté du boulevard Gambardini, chaque logement possédait un petit balcon étroit où du linge pendait pour former un patchwork haut en couleur. Parfois, ce n'était pas seulement des vêtements qui étaient accrochés. Il y avait aussi des drapeaux patriotiques, verts, blancs et rouges, qui sous l'effet de la brise s'animaient, à l'image de tout ce quartier qui doucement se réveillait. Les Valdec s'étaient attablés à la terrasse d'un café et regardaient avec éblouissement la Dolce Vita s'accomplir sous leurs yeux. Là, dans la rue, les hommes oisifs parlaient fort avec leurs mains. Des Vespas bruissaient, plus qu'il n'en fallait, et des climatisations tournaient déjà à plein régime sur les balcons pour rendre supportable une journée qui s'annonçait déjà caniculaire. 1000 bruits remplissaient la place et ajoutaient au vertige des yeux celui des oreilles. Ils étaient arrivés en Toscane, et les cloches sonnaient à tout rompre 7 heures, comme pour annoncer officiellement le début de leurs vacances italiennes. À 2 pas du bar, le Ponte di Mezzo enjambait l'Arno. Émilie ne résista pas une seule seconde pour prendre ses premières photos en attendant que le serveur lui apporte le café noir qu'elle s'était commandé. Franck aussi avait déserté la table. Non pas qu'il avait voulu la rejoindre, mais plutôt pour regarder les cartes postales exposées sur un vieux tourniquet grinçant. 2 mois sans nouvelles de sa mère, ça commençait à faire beaucoup. Certes, il avait pris une décision radicale, savait sa mère intransigeante, dure, déterminée. Mais son silence n'en demeurait pas moins inquiétant. Lui qui s'était imaginé 1000 représailles n'avait pas imaginé une telle indifférence. Que devenait-elle? Pourquoi ou comment avait-elle accusé le coup? Sans en avoir l'air, il s'inquiétait et nourrissait presque des regrets d'avoir agi ainsi avec autant de détermination. Les choses n'auraient-elles pas pu se faire autrement? À croire que non. Et chaque jour, il devait se persuader un peu plus qu'il avait fait le bon choix. Le seul pour débarrasser sa famille d'une source de conflits quasi quotidienne. Mais que lui réservait-elle en silence? Impossible à dire. Les derniers courriers n'étaient pas revenus. C'était toujours ça de prix. Pas de coup de fil non plus, de la part d'un docteur, d'une clinique. Rien qui ne puisse faire penser à un quelconque problème. Tant mieux. À vrai dire, il aurait bien aimé pouvoir rompre le silence. Parce qu'à vrai dire, ce n'était pas non plus ce qu'il avait voulu. Lui n'avait cherché qu'à traduire une volonté familiale. Rien de plus. C'était elle l'intransigeante. Elle qui avait décidé que ce serait 1 mois ou rien, sans compromis possible. Du coup, en voyant toutes ces cartes, une seule envie lui traversa l'esprit. Refaire un pas, prendre des nouvelles, s'assurer que tout va bien. Et puis, il verrait plus tard pour arranger le petit week-end. Pourquoi pas en août, si Emilie accepte? Pas garanti. Alors, discrètement, il en prit une parmi les autres, une avec écrit dessus « Ti penso », je pense à toi. Il la regarda longuement et demanda au serveur un stylo en se faisant comprendre à force d'agitation avec les mains. Puis il jeta quelques mots sur le papier glacé, sous le regard perplexe de Louise qui soufflait avec peine sur son chocolat. La nuit avait été si courte que chaque effort s'avérait difficile. Pourtant, Louise restait fidèle à ses habitudes et tentait même de lire quelques lignes de son nouveau roman d'Harry Potter, L'Ordre du Phénix. Mais qui était difficile de se concentrer avec un tel tohu-bohu. Alors, elle relevait le nez et observait les Italiens. Elle les trouva expansifs. Ils n'avaient pas l'air très patients, surtout au volant. Un peu comme elle, finalement, qui en avait assez d'attendre que son chocolat refroidisse. Puisqu'il en était ainsi, elle se leva et rejoignit sa mère de l'autre côté de la rue en s'imposant devant son objectif. Une photo, puis 2, puis un prétexte fallacieux pour entamer l'air de rien une petite discussion. « Fais voir ce que ça donne. Je dois avoir de sacrées cernes, dit Louise. Pas du tout, répondit sa mère. En fait, je voulais te demander si ça t'est déjà arrivé de ressentir plein de palpitations envahir ton corps. Comme pour te faire comprendre qu'une chose incroyable était en train de se produire. Mais pourquoi cette question? Juste comme ça, mais tu m'as pas répondu. Oui, ça m'est arrivé à 2 reprises.
et je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Une espèce de sensation folle qui vous inonde progressivement jusqu'à l'évanouissement complet. Un moment qu'on ne réalise pas sur le coup, mais qu'on comprend ensuite comme une évidence. Une sorte de moment M en fait. Émilie resta sans voix, surprise par le terme employé. Oui, si tu veux l'appeler comme ça. Pourquoi pas, c'est très joli. En tout cas, un moment magique destiné à me faire comprendre que j'avais un rendez-vous avec le destin, avec celui qui m'attendait depuis toujours et que j'étais sur le point de le tenir dans mes bras. Je pense que le corps ne se trompe pas. Il ressent ce qui va se passer. Mon grand-père le disait et mon père aussi. Un don du ciel, paraît-il, pour nous autres les Lefebvre. Une sorte d'intuition. Un sixième sens, en quelque sorte. Alors la première fois, j'imagine que c'est le jour où tu es tombée amoureuse. C'était ça ton rendez-vous? Non, pas du tout. C'est le jour où tu es née. Le matin de ta naissance. C'est là que j'ai connu mon premier malaise. Avec un grand M, comme maternité. Et la seconde fois, c'était juste avant de mettre au monde ton frère. Ah, d'accord. Bon, ben, je crois que je vais retourner m'asseoir. Mon chocolat a dû refroidir. Une des réponses les plus déstabilisantes pour Louise, qui ne s'attendait pas à de tels propos de la part de sa mère. Assurément, Louis avait dit vrai. Le corps des Lefebvre vivrait de façon très étrange pour confirmer un rendez-vous avec le destin. Et cela se transmettait de génération en génération. Mais ce qui restait plus qu'énigmatique, et qui n'arrangeait en rien sa compréhension des choses, c'étaient les raisons avancées, aussi bien par Louis que par sa mère. Que pouvait bien lui réserver le destin? Elle qui ne comptait ni accoucher, ni perdre son père, ou encore moins mourir, emportée par une terrible maladie. C'était sa seule obsession en buvant son chocolat à peu près tiédi. Enfin, pas tout à fait. À présent qu'elle avait repris son livre et avancé sa lecture, Louise s'inquiétait aussi de la mort tragique de Sirius Black. Alors, comme ça, même un grand sorcier, ça peut mourir. Tiens, je n'aurais pas pu imaginer ça. Et Melchior, comment a-t-il bien pu finir, lui? Célérine ne me l'a jamais dit. Une bonne demi-heure s'était écoulée et Franck en avait profité pour poster sa carte. C'était l'heure de quitter le centre-ville et de rejoindre la résidence dont ils rêvaient tous depuis 2 longs mois. Sur la route, au moins, chacun regardait à travers les vitres le fameux campanile tout penché s'éloigner au-dessus des toits. Pas le temps de s'y arrêter. Ils y reviendraient le plus vite possible. La résidence Mare et Pineda, où ils arrivèrent rapidement, ressemblait à un vaste complexe hôtelier, ouvert sur la mer. Situé à la Marina di Pisa, le lieu comprenait de nombreux duplex possédant chacun un petit espace vert. Là, des pins parasols, par dizaines, se détachaient du ciel bleu azur pour offrir une ombre salvatrice aux vacanciers venus en nombre profiter du soleil méditerranéen. Une fois sur place, Louise fut la première à en découvrir les bienfaits. Quel bonheur! À l'abri du soleil, sur la terrasse donnant sur un jardinet verdoyant, elle s'isola rapidement pour s'affaler dans un transat et se plonger dans le roman qu'elle avait choisi d'amener 2 mois plus tôt, Le Petit Prince. Une alternative fantastique à ces Harry Potter dont elle se délectait depuis sa plus tendre enfance. D'être là à lire tout en se prélassant, ce n'était finalement pas si mal. Pas pire que d'être à Tiglas ou cloîtré dans sa chambre. Le livre entre les mains, elle admira de nouveau l'aquarelle peinte sur la première page et n'en revenait toujours pas de la ressemblance frappante qui existait entre son frère et le petit prince. Même carrure, même attitude, même cheveux blonds en forme de pique, même petits yeux ronds au regard lunesse et même finesse de visage. Seuls les codes vestimentaires avaient changé en 30 ans et la similitude se limitait donc à des aspects strictement physiques. Même en Italie, même fatiguée et sans force pour décharger la voiture, Louise n'en restait pas moins cérébrale, avide de questions sans réponse. Comment Saint-Exupéry, un homme si brillant, si intelligent, avait-il pu imaginer un personnage de roman qui puisse autant ressembler à son frère? Lucas avait-il eu une vie antérieure? Avait-il lui aussi, un jour, posé un pied sur un astéroïde? Dans l'attente d'un moment magique dont elle ne savait rien, ou si peu, tout était propice à l'intriguer, même les situations les plus absurdes, les plus improbables.
Pourtant, il n'aime pas les boas. Il n'a rien d'un héros, et n'a encore jamais affirmé d'attirance pour les nœuds papillons jaunes arrangés sur une combinaison verte à pattes d'éléphant. Quelque chose d'incompréhensible lui échappait, et il lui faudrait en avoir le cœur net à la première occasion. Pendant que le reste de la famille s'affairait à décharger les bagages, Louise effeuillait tranquillement les premières pages lorsqu'elle découvrit, à son plus grand étonnement, une dédicace. Pour toi, mon petit prince, en souvenir de nos vacances à Rijeka. Bon Noël et sois le bienvenu à Nice cet été. Ivan, 1979. Intriguée, elle interrogea immédiatement son père, affairé à décharger l'alpha. « C'est qui, Ivan ? Mais pourquoi cette question ? Je t'en ai déjà parlé. C'est celui qui m'a appris à jouer aux échecs. » « Ah, et t'étais son petit prince ? Mais où vas-tu chercher ces imbécilités ? Tu ferais mieux de décharger ta valise. Demande à ton frère de t'aider si elle est trop lourde pour toi. » Frank venait d'enchaîner 3 phrases consécutives et cela n'avait pas échappé à sa fille. C'était si rare que Louise fit immédiatement 2 hypothèses. Soit il avait enfin décidé de s'ouvrir et de parler avec excès comme le font les Italiens, soit le choix sur lequel elle venait de l'emmener l'irritait au point de le faire sortir de son silence légendaire, celui qui ne lui faisait jamais prononcer plus de 2 phrases d'affilée. S'arrangeant pour ne pas être vue, Louise tourna la seconde page, celle qui était dédicacée pour la suivante, où figurait un grand dessin de l'auteur représentant le petit prince en train de s'envoler. Saint-Exupéry y avait écrit un petit texte en pied de page. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Le texte à peine lu, son regard fut immédiatement attiré par une petite flèche qui se dégageait du mot évasion. Une écriture enfantine y avait ajouté et daté ce commentaire surréaliste. « Au secours ! Moi aussi je voudrais bien m'évader !» 9 août 1982. Déstabilisée, Louise s'interrogea et relut les phrases à plusieurs reprises, jusqu'à pressentir un début d'explication. Aussi vrai que Saint-Exupéry avait dédicacé son livre à Léon Verte, quand il était petit garçon, la phrase d'invitation écrite par Ivan à la page 2 s'adressait assurément à son père lorsqu'il était enfant. Le commentaire du 9 août 1982 ne laissait pas le moindre doute quant à l'identité de son auteur. Le petit Frank Waldeck, âgé de 12 ans, voulait s'évader. C'était son écriture. Mais pourquoi appelait-il au secours ? Pourquoi avait-il écrit un tel message ? Et si c'était en rapport avec ce grand secret qui l'empêchait toujours d'exprimer son bonheur, comme l'avait souligné le grand-père en début d'année sur son lit de mort ? Même Célérine avait souligné cette période sombre de la vie de son fils, lorsque, âgé de 12 ans, il s'était soudainement replié sur lui-même. Étrange. De ces 2 points, Louise tira une conclusion des plus basiques. Il s'était passé quelque chose d'anormal en août 1982. Quelque chose de si fort que la vie de son père avait probablement basculé. C'était évident. Du coup, elle se fixait un objectif. Tirer toute cette histoire au clair pour savoir ce qui s'était réellement passé à cette époque. Elle le ferait dès qu'elle aurait vécu son moment M. Simple question de priorité. Mais sans information complémentaire, à quoi bon cogiter ? Plutôt agir et décharger ses bagages du coffre, sous peine de se faire réprimander. Oh, et puis non. Encore quelques minutes, pensa Louise. Grappiller un peu de temps pour lire les premières pages et s'approprier une belle rencontre entre un aviateur égaré et un petit garçon complètement décalé. La chose accomplie, elle referma le livre et se leva de son transat. Il était grand temps de se mettre au travail. Elle appela son frère, comme son père le lui avait suggéré. Hors de question de faire un tel effort de porter seule. Surtout avec ce poids, l'équivalent d'une demi-armoire. Il arriva sans se presser. Il ressemblait tellement au petit prince qu'elle le dévisagea de nouveau avec insistance. Pour elle, c'était le moment ou jamais d'en savoir plus sur celui qui partageait sa vie depuis si longtemps et dont elle ne savait finalement que bien peu de choses. « Si je te dis astéroïde B612, tu me réponds quoi ?» demanda Louise. « Bah, le petit prince, évidemment. C'est toute ma vie, ça. » Louise resta figée. Elle n'en revenait pas. Non seulement il avait cette référence littéraire, mais en plus il déclarait que c'était toute sa vie. Impensable.
Du coup, il lui faudrait très vite reconsidérer le statut de son frère avec tout l'honneur dû à un tel rang. Il était l'archétype même du visage princier tel que ce l'était en son temps, imaginez Saint-Exupéry. Et en plus, il en était conscient. Sa modestie était d'autant plus à mettre à l'honneur qu'il avait toujours su rester discret et modeste sur ce point-là. Louise se sentit soudainement fière d'être la sœur d'un jeune garçon dont les traits étaient mondialement connus. Tout le monde se ferait bientôt à cette évidence, et un producteur proposerait prochainement un pactole à son frère pour interpréter le petit prince à l'écran. C'était peut-être tout simplement ça, le tournant de sa vie. Accompagner son frère à Hollywood et devenir elle aussi une star avec un grand S. Elle avait donc tout intérêt à se le mettre dans la poche, car gloire et richesse seraient demain au rendez-vous. Mais encore une question. Pourquoi a-t-il choisi de te peindre toi et pas un autre? C'est complètement dingue cette histoire. Il la laissa parler, sans saisir le sens de la question. Elle en remettait une couche. Est-ce que Besson t'a déjà envoyé un scénario de film et que tu ne me l'aurais caché? Ou, plus surprenant, est-ce que tu aurais hérité de quelque chose d'improbable de la famille Lefebvre que j'ignore? Toujours pas de réponse. Mais réponds-moi, bon sang, réponds-moi ou je crie. Je préfère encore quand tu ne m'adresses pas la parole, répondit Lucas. Je ne comprends rien du tout à ce que tu racontes, et je me demande même si tu ne serais pas en train de me flatter pour que je porte ta valise. Si je connais l'astéroïde B612, c'est tout simplement parce que j'ai lu le livre jusqu'au bout en plus. La seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Alors autant te dire que je ne ressemble absolument pas à ce Gugus du désert qui veut à tout prix qu'on lui dessine un mouton. Ah, je comprends. Tu es donc en train de m'avouer que tu n'as jamais reçu de scénario et que tu n'as jamais passé de casting pour Hollywood. Exactement. Je m'en doutais. Louise était déçue d'avoir fait à ce point fausse route. D'autant plus qu'aucun signe avant-coureur ne laissait présager d'un hypothétique malaise. Dépitée, aigrie, elle ajouta « Finalement, t'as raison. Tu n'as absolument rien d'un prince, ni d'un héros. Comment ai-je pu me tromper à ce point sur ton compte? Tu en es même l'exact opposé. Pour la peine, je te laisse porter ma valise tout seul. Moi, je prends juste ma tablette. » Sans attendre de voir s'il obtempérait ou non, Louise se mit à crier de toutes ses forces. « Maman! Lucas refuse de porter ma valise !» Oh la chipie. Salut Vorador. Eh si, maintenant je fais des stream lecture en semaine. Des petits stream lecture. Parce que le jeu a souvent tendance à m'emmener trop loin. Du coup, je me retrouve claquée. Et ça demande une énergie que je suis pas forcément. Je n'ai pas forcément en semaine à cause du boulot. Du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux. Le boulot me pompe mon énergie, ce qui fait que j'ai du mal à faire mes streams. Les streams me gênent sur mon sommeil, ce qui fait que ça me pompe mon énergie, ce qui fait que j'ai du mal à bosser. Donc je me suis dit que des lectures, ça pourrait être une bonne idée. Là bon, le côté fantastique de celui-là, il a du mal à apparaître hein, encore. Hein. Il se cherche. Comment tu vas, mon Vorador? C'est marrant. Sur mon PC portable, ton pseudo il m'apparaît en vert. Et sur ma fenêtre OBS, il apparaît en jaune. C'est rigolo ça. Bah, je suis heureuse que ça te plaise. Enfin, si ça te plaît. Parce que original ne veut pas forcément dire que ça te plaît. Pensez à boire, mes amis. Oh, t'es avec ton petit Flo, c'est trop mignon. Bah, si tu veux, tu peux lui faire écouter, ça va le bercer. Normalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'injure dans celui-là. Il est assez soft. Par contre, si tu vois comme titre Ambition, là c'est clair, tu coupes le son. C'est interdit pour Flo. Même pour moi, c'est un peu. J'ai pas très envie de le reprendre. Je le laisserai pas en. Je le laisserai pas en plan comme ça, mais j'avoue, Ambition, j'ai pas trop envie de le reprendre vu comment ça jure là-dedans. Allez, je reprends le chapitre 9.
À la clôture grillagée de la maison mitoyenne, deux jeunes adolescents assistaient discrètement au spectacle offert gratuitement par Louise et son frère. Profitant d'un moment de répit, le plus âgé des deux interpella Lucas. « Hé petit, oui, toi, si ça t'intéresse, tu pourras toujours prendre notre bateau pneumatique, parce qu'à la base, nous, on s'en servira pas. » Étonnée d'entendre quelqu'un parler français, Louise se retourna. « Je m'attendais plutôt à avoir des voisins italiens, c'est vraiment décevant. » « Bon, désolé, on fait ce qu'on peut, répondit l'aîné. On est arrivé hier, mais on a déjà repéré les lieux. Alors si vous voulez, on pourra vous montrer le petit chemin qui mène directement à la plage. Parce que croyez-moi, on se perd facilement dans ce coin touriste. »« Moi, j'aime pas trop la mer, rétorqua Louise d'un air un peu minable. Ah, pardon, mal aimable. C'est trop froid. Quant à la plage, je trouve ça triste et ennuyeux. Eh bon, c'est charmant. En tout cas, moi, je m'appelle Amaury, et lui, c'est mon frère. Il s'appelle Valentin. On était sur le point de partir à la piscine. Pas vrai, frérot ? Excellente idée. Mais t'avais pas dit qu'on passerait d'abord par la boutique de souvenirs pour s'acheter des pistolets à eau ? Louise tourna les talons, finalement peu intéressée par cette discussion jugée sans intérêt. Eh oh, toi là ! Oui, toi ! Ça te dirait pas de venir avec nous ? Pensa Amaury. Louise se retourna, surprise qu'on s'intéresse à elle. Elle était sur le point de vouloir répondre quand Lucas l'interrompit. Et moi, est-ce que je peux venir avec vous ? Mais oui. Allons-y tous ensemble, suggéra Amaury. Ça pourrait être sympa. Sans réfléchir, Lucas se jeta sur la valise de sa sœur et l'arracha du coffre pour la porter jusque dans l'entrée où se tannait sa mère. Puis il s'adressa à elle spontanément. « Les voisins vont à la piscine, ils nous proposent de les accompagner. On peut y aller ? Et puis si en plus t'avais 10 € pour acheter un pistolet ?» Il lui fit un petit baiser, en échange de quoi elle céda. Un mode de fonctionnement auquel Louise n'avait jamais adhéré, préférant ne rien obtenir plutôt que de se soumettre comme il venait de le faire. Sans conviction, elle les accompagna, s'accordant ainsi sa première sortie. Vêtements de bain enfilés, casquette sur la tête, serviette sur l'épaule et sac de piscine à la main, la bande des quatre libérait rapidement les lieux, permettant ainsi à Franck d'envisager une sieste bien méritée. Il aurait bien proposé à Émilie de l'aider à vider les valises, mais comme il n'en avait plus la force, il s'allongea sur le sofa du salon pour s'y reposer un peu. Il faut bien admettre qu'il a conduit toute la nuit, le pauvre. À peine sorti de la boutique, le groupe se dirigea vers un point d'eau, à proximité, pour faire le plein des pistolets tout neufs. Amaury passa le premier et remplit le sien à ras-bord. Il pointa l'arme en plastique vers son frère et pressa la descente à son maximum. Un incroyable jet d'eau en sortit. Inerte, les bras ballants, Valentin s'était laissé faire sans aucune réaction. Et tout son visage ruisselait à grosses gouttes. Le cadet venait de se prendre en pleine tête les 3/4 du réservoir sans broncher, et les 3 autres étaient écroulés de rire. Amaury s'imposait non seulement comme le plus dégourdi des deux, mais aussi comme celui qui prenait les décisions, ce que Louise remarqua d'emblée. Quant à Valentin, il n'avait pas l'air très futé avec sa tête d'hirsute, ses cheveux épais et sa dent cassée. Mais même son vocabulaire semblait limité. Tout était toujours excellent. Oh mince, j'ai perdu la page. Un peu comme son frère, qui ne pouvait pas prononcer une phrase sans y placer l'expression « à la base ». Un sacré duo de clowns dont il fallait bien s'accommoder, puisqu'il ne connaissait qu'eux. « Bon, à la base, on va faire 2 équipes, dit Amaury. Lucas, tu vas aller avec Valentin, et toi... » Faute de mettre un nom, il marqua un temps d'arrêt. « Moi, c'est Louise, précisa-t-elle en devinant son hésitation. Je m'appelle Louise Valdec. »« Ah, très bien, répondit Amaury. Donc Louise, tu restes avec moi. » Sans le savoir, le choix qu'il venait de faire était le bon. Louise n'aurait jamais accepté de se retrouver en binôme avec son frère. Inconcevable, surtout après la dispute autour du Petit Prince. C'était la première fois qu'on lui proposait de faire une bataille d'eau. Et finalement, ça avait l'air assez drôle. Toujours plus rafraîchissant que de jouer aux échecs. Embusqué dans les ruelles sablonneuses de la résidence, au milieu des voitures stationnées, des pins parasols et des maisons ombragées, le petit groupe s'en donnait à cœur joie, s'arrosant à tire-larigot, et leur excitation ne passait pas inaperçue. Devant leur affût, un homme surgit à son balcon et exprima son mécontentement. Louise leva les yeux pour voir qui s'égosillait à ce point. À ce qu'elle pouvait comprendre de sa gestuelle et de son agacement, il n'avait pas à tourner ainsi autour de sa petite voiture. Cela semblait le déranger.
Après avoir observé en début de matinée la fibre expansive des Italiens, Louise les trouvait à présent excessifs. Ce qui ne l'empêcha pas de commencer à balbutier quelques «Escusi», mais Amaury l'en empêcha. Visiblement, il n'acceptait pas qu'on puisse vouloir s'excuser d'une cause s'il ne la jugeait pas légitime. Non, laisse tomber. On est en vacances et à la base, on a bien le droit de s'amuser, non? C'est vrai ça, précisa Valentin. Il est complètement abruti celui-là. Et je sais de quoi je parle en disant ça. Ça me donne une idée, dit Amaury en levant son arme en plastique d'un point vengeur. Je crois que je vais rentrer, lança Louise. Ce n'est pas correct de se faire autant remarquer dès le premier jour. Ça me gêne un peu. Reste là, on va régler ça entre hommes. Voilà ce qu'on va faire. Amaury expliquait discrètement son plan, celui qui permettrait d'offrir à l'Italien raveleur un lavage protecteur de sa petite Fiat toute poussiéreuse. Alors voilà, on va remplir nos pistolets d'huile solaire et asperger sa voiture. Comme ça, elle sera définitivement protégée du soleil et... Ainsi, plus de risque d'insolation, enchaîna Louise en riant. Amaury la regarda, agréablement surpris par son trait d'humour. Finalement, elle n'était pas si coincée qu'elle en avait l'air. Lucas aussi se montrait enthousiaste à l'idée de faire des bêtises, et évidemment, Valentin trouva la proposition de son frère excellente. Alors, pour mettre à exécution leur projet, Amaury sortit de son sac un flacon d'huile solaire et le vida entièrement dans les réservoirs jusqu'à obtenir un mélange bien visqueux. Il ne restait plus qu'à se mettre en planque, attendre que le grognard quitte son balcon pour asperger son véhicule afin de le protéger d'hypothétiques coups de soleil comme Louise l'avait si bien souligné. L'affaire s'exécuta rapidement, prouvant à quel point Amaury était un vrai meneur, un chef à la tête d'un commando qui obéissait sans broncher. Le forfait accompli, il ne leur restait plus qu'à fuir, d'étaler au pas de course. Direction les piscines, à l'autre extrémité de la résidence. Ce qu'ils firent pour arriver complètement essoufflés devant le portillon de l'espace aquatique, où un immense panneau d'information attirait leur attention. Une grande plaque planche. Quoi? Encore une fois, il y a un mot en trop là. Une grande planche tenue par 2 piquets en bois, détaillait avec précision le règlement intérieur et les consignes de baignade à respecter. Faute de se faire exclure. Ils s'y arrêtèrent pour reprendre leur respiration et jetèrent dessus un rapide coup d'œil. Bien que les pictogrammes fussent suffisamment évocateurs pour être compris par une clientèle internationale, Valentin commença à lire dans un charabia incompréhensible les différents textes qui légendaient cette image. À l'écouter parler, il était strictement interdit de manger, de fumer, de boire, de déplacer les transats, de courir, de pousser quelqu'un à l'eau, d'entrer sans se doucher, d'écouter la radio, de jouer au ballon, de mettre de la crème solaire, qu'il n'avait plus de toute façon, de plonger au bord du bassin, de faire de la plongée sous-marine avec un masque et un tuba, même de porter des caleçons longs. Rien n'était admis dans ce lieu, sauf de porter un bonnet de bain, et aucun des 4 n'en possédait un. Face à tant de restrictions, Louise s'interrogea. Comment Amaury, qui n'en loupait pas une depuis 1 heure, allait-il réagir face à tant de contraintes? Elle n'allait pas être déçue. Il prit sa serviette, l'enroula autour de sa taille et ôta son caleçon pour se l'ajuster sur la tête en guise de bonnet protecteur. La casquette reposait par-dessus le maillot de bain, qui poussait le portillon et invitait les autres à le suivre. Positionnés les uns derrière les autres, ils avancèrent en ligne jusqu'au milieu de l'aire de baignade, puis s'arrêtèrent devant quelques chaises inoccupées. Amaury les regroupa pour former un îlot et plaça au centre une table, puis son sac à dos dont il vida le contenu sous le regard lointain mais intrigué du surveillant de baignade. Un emballage de crème solaire, 2 paquets de gâteaux secs, un sachet de bonbons et une grande bouteille d'eau. Voyant la scène, le maître nageur ne tarda pas à se diriger vers eux. Tout aussi excessif que son compatriote sur le balcon, il exprima à son tour son mécontentement face à tant de provocations. Comme il n'avait pas fait le déplacement pour rien, il en rajoutait une couche, faisant comprendre aux indisciplinés qu'ils ne pourraient de toute façon pas prétendre à la baignade sans bonnet de bain. L'homme parlait si fort que tous les regards s'étaient braqués sur eux. Louise était extrêmement gênée. Amaury beaucoup moins. Il se leva de sa chaise, enleva sa casquette, montrant ainsi que lui, contrairement à ses petits camarades peu respectueux du règlement intérieur, portait bien un couvre-chef, à savoir son caleçon, avec un gros titi jaune comme seul motif imprimé.
Alors qu'il parlait lui aussi avec les mains, comme un vrai Italien, la serviette maladroitement nouée autour de sa taille glissa d'un coup à ses pieds, faisant apparaître toute son anatomie. Louise explosa de rire en voyant Amaury complètement nu au milieu de la foule. Elle, d'habitude si respectueuse et si discrète, ne parvenait plus à reprendre son sérieux, ce qui agaça encore plus le surveillant, outré par de tels agissements. Pour la première fois, quelqu'un avait réussi à la faire sortir de sa monotonie, et c'était cette espèce d'énergumène aux fesses salaires, tantôt provocateur, tantôt décideur, mais toujours pitre. S'il avait été une pièce de l'échiquier, elle l'aurait assurément choisi comme sa pièce préférée. Un fou. Jamais jusqu'à présent elle n'avait rencontré de garçon aussi surprenant. Ceux qu'elle côtoyait habituellement dans les compétitions feutrées du week-end étaient autrement plus sérieux. Pas comme lui, complètement fou pour le coup irrésistible et craquant. Expulsé manu militari, il n'en perdait pourtant pas son humour, et réussissait encore un exploit, celui de vendre son pistolet tout poisseux à un gamin croisé sur le chemin du retour. Plus cher que le prix qu'il l'avait acheté 1 heure auparavant. Quel phénomène! Louise était épatée et conquise, sous le charme d'une amitié naissante. Elle avait beaucoup ri, et fini par oublier sa tristesse l'espace d'une petite matinée. Elle n'avait plus pensé à rien, ni à ses angoisses, ni aux dédicaces du petit prince, ni à son grand-père, ni à Célérine, ni même au moment M qui l'attendait pourtant d'un instant à l'autre. Plus grave, elle avait même omis d'envoyer un texto en Bretagne à Nolwenn pour annoncer qu'elle était bien arrivée en Italie. Un oubli auquel il faudrait vite remédier. Au loin, postée devant l'entrée de la villa, Émilie les accueillait. « Alors les enfants, c'était bien la piscine ?»« Génial, tu peux pas savoir, répondit Lucas. « Ah bon? Alors imagine que l'eau était bonne ?»« Ben, on n'en sait rien, répondit Louise en ricanant bêtement. À la base, on s'est même pas baigné. » Les valises vidées, les armoires remplies, une après-midi plage était envisagée. Et contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans la matinée, Louise acceptait finalement de s'y rendre. Mais seulement parce que les voisins avaient fait une promesse, celle d'y être aussi et de les y attendre. Première rencontre avec la Méditerranée. Un vrai bonheur. Même pas besoin de s'humidifier la nuque. Aucun frisson. Directement un grand plouf et une seule sensation, un bien-être immédiat. Très loin du ressenti vivifiant offert par la mer du Morbihan et ses traditionnels 18 degrés. Sans s'en rendre compte, les heures étaient passées. Si vite qu'il fallait rentrer, se dessaler, faire le plein de provisions, préparer le repas et dîner. La routine en quelque sorte, même en Italie. Alors à bien y réfléchir, 2 grandes pizzas prêtes à emporter feraient parfaitement l'affaire. Ce serait une Vésuve pour les filles et une napolitaine pour les garçons. Un plat qui n'a que des avantages. Vite acheté, vite avalé, vite débarrassé. Accoudés à la table, où il ne restait que 2 grandes boîtes en carton vides, les Waldeck s'étaient posés pour lire dans le calme quelques brochures touristiques prises à l'accueil de la résidence. Sans se faire remarquer, les voisins étaient entrés dans le jardinet jusqu'à la terrasse. Personne ne les avait vus, ni entendus. Ils passaient là, à tout hasard, demandaient à Louise et Lucas si l'idée de se balader en bord de mer était susceptible de leur plaire. Une occasion d'être ensemble, de leur montrer le fameux petit chemin qui permettait d'accéder directement à la plage, celui que les Waldeck avaient cherché en début d'après-midi, sans réussir à le trouver. À cette proposition, Franck n'avait pas dit non, ni oui d'ailleurs. Il s'était juste tourné vers Émilie pour avoir son avis. Pourquoi pas? Elle voulut juste être rassurée par l'horaire du retour, exigeant d'eux la garantie d'être rentrés avant 22h30. La chose fut entendue, et ils partirent ensemble. Louise devrait donc attendre encore un peu avant de vivre son moment magique sur l'échiquier. Chapitre 10. Tout au bout du chemin, la plage paraissait déserte, ne laissant place qu'à d'interminables alignements de transats et de parasols repliés sur eux-mêmes. Louise avait ôté ses sandales et marchait pieds nus dans le sable encore tiédi par la canicule de la journée. Elle regardait Amaury de dos, qui la distançait, sans pour une fois juger utile de lui faire la conversation. Un peu plus loin, Lucas et Valentin s'étaient agenouillés au bord de l'eau pour ériger les prémices d'un château de sable, version grandiose du palais des Doges.
Elle les observa se mettre à l'œuvre quand soudain 1000 sensations se mirent à l'envahir. Et contrairement aux autres fois, ce n'était pas sur l'échiquier qu'elles avaient décidé d'apparaître. Non, non, c'était ici, sur cette immense plage au milieu de nulle part, que Louise avait rendez-vous avec son destin. Encore fallait-il faire un malaise, ce qui n'avait pas été le cas la veille pendant le trajet. Mais ce soir, tout semblait plus fort, plus intense. Des sensations extrêmes. Son rythme cardiaque s'affolait, son visage devenait aussi pâle que celui d'un spectre, ses bras se raidissaient, sa vue se troublait, sa gorge s'asséchait, et ses jambes lâchaient prise définitivement. À bout de force, elle s'écroula quasi inconsciente sur le sable. Surpris par le bruit du choc, Amaury se retourna et découvrit Louise gisant à terre. Il s'accroupit immédiatement auprès d'elle et lui parla avec un sérieux qu'on ne lui connaissait pas encore. « Mais qu'est-ce qui se passe, Louise? Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. Pas un mot. » Alors il la secoua un peu, doucement au départ, puis vigoureusement. « Tu veux que j'aille chercher des secours? Prévenir quelqu'un? Ton père? Réponds-moi !» Toujours pas de réponse. Les paupières fermées, Louise se recroquevillait sur elle-même. Elle l'entendait, mais préférait ne pas répondre pour se concentrer sur ses émotions, devinant l'heure de son rendez-vous imminente. Malgré sa souffrance, on aurait dit qu'elle voulait en profiter. Exact. Pour Louise Waldeck, c'était enfin le moment espéré, celui d'un rendez-vous d'exception avec le destin. Comme son grand-père et comme sa mère, elle allait à son tour tenir dans ses bras celui qui l'attendait depuis toujours. Mais qui? Affalée, les yeux mi-clos et divagants, elle semblait comme plongée dans un état second, hors du temps, qui s'était maintenant figé tout autour d'elle. Aussi étrange que cela puisse paraître, et certainement en référence aux dernières pages lues un peu plus tôt dans la journée, Louise balbutia quelques mots presque inaudibles. Quelque chose d'innocent comme « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Décontenancé, incertain d'avoir bien compris sa demande, Amaury ne s'exécuta pas, préférant mettre un peu d'eau dans sa main et rafraîchir le front suintant de celle qui ne bougeait plus, mais qui respirait encore, fort heureusement. Il lui parla tout doucement, près de l'oreille, pour la rassurer. « Reviens, Louise. Allez, ça va aller, je suis là. C'est moi, Amaury. » Mais rien. Une trentaine de secondes s'écoula quand soudain, Louise s'agita violemment, comme pour s'extirper de l'état d'inconscience dans lequel elle s'était plongée. Un temps au cours duquel il n'avait jamais cessé de la rassurer. « Voilà, c'est bien. Reste calme, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je vais te le dessiner, ton mouton. D'ailleurs, regarde, je commence. » Amaury avait bien dit et fait n'importe quoi, pourvu qu'elle reprenne ses esprits. Ce qu'elle était tout doucement en train de faire. Il ne s'y connaissait pas suffisamment pour établir un diagnostic précis, mais il ne paniquait pas, pensant à une sorte de vertige. La route, le manque de sommeil, la chaleur, la baignade au soleil de l'après-midi, un tout qui avait sérieusement dû la fatiguer. Un petit malaise sans importance qui passerait aussi vite qu'il était apparu. Toujours allongée, les yeux fermés, elle respirait encore avec force pour chercher loin un peu d'air, mais sous la main de son protecteur, elle retrouvait doucement calme et sérénité. Après quelques minutes, et d'innombrables caresses sur la joue, elle ouvrit enfin les yeux, donnant l'impression de revenir de loin, de très loin, d'un endroit d'où elle aurait bien pu ne jamais revenir. De cette scène, personne à part Amaury n'avait rien vu, ni rien entendu. À présent, Louise se sentait bien, affaiblie certes, mais sereine. Un état psychologique et physique jamais ressenti auparavant, comme si elle venait d'évacuer des années de tension, de stress et d'angoisse, ce qu'elle confia d'ailleurs à Amaury. « Est-ce que je me sens bien ? On dirait que je suis comme sur une autre planète, sur un nuage, en apesanteur. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Je sais pas, ce serait plutôt à toi de me le dire. » Ah ouais, j'y suis. C'est très simple. Si j'en crois ma mère et mon grand-père, mon corps vient de comprendre quelque chose que mon esprit n'a pas encore réalisé. Je viens d'avoir un rendez-vous avec le destin et je veux tenir dans mes bras, d'un instant à l'autre, celui qui m'attend depuis toujours. Je viens enfin de vivre un moment M et je ne suis même pas morte. Moi qui avais tellement peur de Célérine. Simple, dis-tu ? Pour moi peut-être, parce que... Pour toi peut-être, parce que moi j'ai rien compris du tout à ce que tu viens de dire.
Ça doit être le choc qui rend tes propos incompréhensibles et délirants. Alors explique-toi. Si c'est moi que tu espères tenir dans tes bras, dis-le-moi simplement, sans t'écrouler par terre en faisant semblant de mourir. Mais j'ai pas dit que c'était toi mon rendez-vous, répondit Louise. Ah bah désolé, hein, je croyais avoir compris ça. Ou alors c'est avec un mouton que t'as un rendez-vous, parce que dans ton délire tu voulais que je t'en dessine un. Ah bon? Bah alors qu'est-ce que t'attends pour le dessiner? Il avait promis. Alors il s'exécuta, et enfonça un index dans le sable, encore humidifié par les dernières vaguelettes. En le regardant faire, Louise était déçue de ne pas réaliser ce qui venait Louise était déçue de ne pas réaliser ce qui venait de se passer, et espérait juste ne pas avoir succombé à un coup de foudre, comme dans un Twilight lu dernièrement. Elle n'était pas encore prête à tomber amoureuse, même s'il était plutôt beau garçon. Alors elle réfutait cette éventualité. Elle n'était pas Bella, il ne serait pas Edward. Il commença lentement son tracé. D'abord les pattes, puis la queue, poursuivi par le dos, puis les oreilles. Il esquissa à présent maladroitement ce qui était censé représenter une tête de mouton, lorsque son doigt s'arrêta net sur un obstacle. Il y prêta une attention si particulière qu'il releva la tête et regarda Louise pour attirer son attention sur cet intrus. L'obstacle sur lequel il venait de buter de son index n'était autre qu'une petite bille en bois, avec une vis en son centre. Amaury prit un peu de hauteur et ricana, observant son chef-d'œuvre ainsi présenté. La tête de mouton avait désormais un œil. Une scène surréaliste. Il voulut se saisir de la pièce, mais elle lui résista. Impossible de la dégager. Quelque chose semblait la retenir plus profondément. Il creusa donc avec encore plus de vélocité que ne l'aurait fait un bulldozer. La pièce, vissée sur une petite patte en métal, formait une sorte de manivelle censée pouvoir ouvrir un large tiroir d'une dizaine de centimètres qui se dévoilait à son tour. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda Louise. « Cette chose n'est pas là par hasard. Et si c'était ça, mon rendez-vous ? J'ai comme l'impression d'avoir été guidée jusqu'ici par d'étranges phénomènes surnaturels. Surnaturel ou pas, on dirait un tiroir en bois. Tu sais, comme dans ces vieux moulins à café qu'on voit dans les brocantes. » Le moment M qu'elle venait de vivre se précisait clairement. Un miracle était en train de se produire sous ses yeux, et Louise allait pouvoir tenir dans ses mains celui qui l'attendait depuis toujours. Son corps l'avait compris en réagissant depuis longtemps, mais son esprit pas encore. Enlisé à l'envers, impossible encore de distinguer de quoi il s'agissait. Pourtant, quelque chose semblait avoir été gravé dans le bois du tiroir. Louise s'en approcha et, si près qu'elle put lire ce qui s'y trouvait écrit. Valk Anub. Incroyable, surréaliste, magique. Louise venait à coup sûr de mettre la main sur l'un des objets de Fénie. Sans doute son moulin à cause du tiroir. Mais il ne fallait pas y toucher, car il avait des pouvoirs, et c'était d'ailleurs la seule chose dont elle se souvenait de cette vieille histoire qui lui avait été racontée à Tiglas par Célérine lorsqu'elle était petite. Une rencontre improbable avec ses ancêtres, tout droit sortie des légendes de son enfance. Dans sa précipitation, elle ne se rappelait plus de rien. Pourtant, l'instant était grave, et il ne fallait pas commettre d'impair. Surtout, ne pas s'en saisir comme semblait vouloir le faire Amaury, lui qui n'était de surcroît pas un Valdec. Quel capharnaüm dans sa tête, encore à moitié groggy. Les choses allaient beaucoup trop vite pour elle. Il lui fallait se concentrer avant qu'il ne soit trop tard. Faire appel à ses souvenirs et se remémorer cette légende pour ne pas mettre en péril l'équilibre de la planète, car il délivrait le sel des océans. Hormis ce détail, rien à faire. L'histoire ne revenait pas. Une seule solution. Sauter sur Amaury pour l'empêcher de se saisir de ce trésor encore à moitié enfoui. « Arrête ça tout de suite !» lança Louise en se jetant sur lui. « Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu viens de me dire que c'était pas moi ton rendez-vous. T'as changé d'avis ? Tu veux m'embrasser ? Non, pas du tout. Je ne veux pas que tu touches à cet objet et je te demande d'arrêter de creuser. » Ça va, t'agace pas. C'est juste un vieux machin avec un tiroir en bois. Pousse-toi, je vais le sortir, tu verras que j'ai raison.
Comme Louise ne bougeait pas, il l'écarta brutalement d'un revers de bras et la fit basculer sur le côté. Malgré tout, elle continua d'argumenter, histoire de le convaincre. « Ne fais pas ça, Amaury, je t'en supplie. Je t'ai bien dit tout à l'heure que j'avais un rendez-vous et que c'était un moment important de mon destin. » « Oui, mais ce n'était pas très clair, j'ai rien compris. »« Eh bien maintenant, ça l'est. C'est avec cet objet que j'ai rendez-vous. »« Quoi ? T'as rendez-vous avec un moulin à café ? Mais t'es complètement folle, ma parole. » « Et pourquoi pas ? Laisse-moi seulement te raconter l'histoire de ma grand-mère, celle qu'elle m'a transmise quand j'étais petite, et tu verras que j'ai raison. » « Et pourquoi faire une histoire pour te prouver que cet objet est magique et tu ne dois surtout pas y toucher. Ça, un objet magique. Mais laisse-moi rire. Je ne sais pas comment tu peux le savoir, mais bon, vas-y, je t'écoute. » Lui, d'habitude un vrai moulin à paroles, fit le silence pour écouter, les yeux dans les yeux. Louise lui parlait de son moulin à elle, celui qu'elle pensait magique. Un jour, que l'eau des mers était encore douce et qu'une pluie forte s'était abattue sur Tiglas, l'une de mes ancêtres a accueilli un enchanteur qui, pour la remercier, transforma son moulin à café en un véritable objet magique, capable de satisfaire à tous ses désirs. Super intéressant comme histoire, lança-t-il ironiquement. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Alors, puisque tu aimes, je continue. Un soir, son frère vint la voir. C'était la grande misère en ces temps-là. Il venait d'avoir un second fils qu'il avait nommé Sylvestre. Mais il était né idiot comme pas possible et il avait besoin d'aide. Genre, mon frère, quoi, à la base. Oui, si tu veux, mais cesse de me couper et essaie de comprendre ce que je te raconte. Généreuse, sa sœur lui offrit le moulin à café posé sur la cheminée avec marqué dessus Valk an Hub. Ainsi estampillé, il était censé pouvoir exaucer tous les désirs, à condition d'avoir en soin du sang Valdec. Il partit avec, et, malgré une vie misérable, il ne songea jamais à l'utiliser, jusqu'au jour où son bonnet de fils lui demanda ce que c'était. Là, le père commit l'imprudence de lui raconter l'histoire. Et dès le lendemain, alors qu'il était seul à la maison, Sylvestre prit le moulin et dit une formule. Mais laquelle déjà ? Ah oui, il dit « Donne-moi du lait, un grand bol. Allez, moulin, donne-m'en. Maltamel. » Maury, agenouillé, la tête entre les mains, ne faisait aucun commentaire. Mais il n'en pensait pas moins. Lui, les légendes bretonnes, apparemment, c'était pas sa tasse de thé. Mais bon, il la laissait parler. Elle avait tellement l'air d'y croire. Du lait, il en eut plus qu'il n'en voulut, car benet qu'il était, il ne se souvenait plus de la formule pour arrêter le moulin. Son frère le fit pour lui en prononçant une formule, du genre « Ars arpen ag an diben ». Tu m'excuseras pour l'accent, mais voilà. Tout rentra dans l'ordre, sauf dans la tête vide de Sylvestre, qui, dès le lendemain, eut très envie de confiture. Alors il recommença. « Allez, mon petit moulin, donne-moi de la confiture, donne-moi, Maltamel !» Tandis qu'il se léchait les babines, la confiture se répandait de toutes parts, envahissant les ruisseaux, submergeant les collines. Il ne se souvenait encore plus de la formule pour tout arrêter, et à nouveau, son frère stoppa le moulin. Il promit alors de ne plus jamais y toucher. Mais une troisième et dernière fois, il s'empara de l'objet et gagna la haute mer pour y être plus tranquille. « Allez, moulin, du sel pour me créer une fortune. S'il te plaît, donne-moi. Maltamel. » Le moulin se mit en branle, cracha du sel, si bien que la barque fut pleine. Et comme il ne se rappelait toujours pas de la bonne formule, son embarcation coula. Sylvestre mourut noyé avant même d'avoir rejoint le rivage. Le moulin tournoya au fond de la mer, et depuis ce jour, il continue de moudre sans fin, apportant aux mers et aux océans le sel indispensable à l'écosystème planétaire. C'est pour ça que les mers sont si salées. Ça y est, c'est fini ? T'as terminé ta petite histoire ? Je ne nie pas tout ce que tu dis, mais explique-moi comment il pourrait saler les mers alors qu'il se trouve là, enfoui dans le sable. Il était clair que quelque chose n'allait pas. Mais quoi ? Pourtant, le malaise, le moment magique, et puis la découverte de cet objet qui ressemblait tellement à un moulin. L'exacte réplique de celui que Célérine décrivait autrefois lors des veillées. Amaury recommençait à décaisser le sable, mais Louise ne se démonta pas et en rajoutait une couche. C'était normalement la fin de l'histoire, telle que sa grand-mère la lui avait racontée. Mais comme elle ne voulait pas qu'un anonyme s'empare d'un objet,
ayant à coup sûr appartenu à ses ancêtres, elle en inventa une autre, afin d'être certaine de le dissuader à jamais de l'extraire, ce qu'il s'apprêtait visiblement à vouloir faire. Stop, Amaury, fais très attention. L'histoire n'est pas finie. Il y a une prophétie, comme dans Percy Jackson. Si une personne qui n'est pas née Valdec touche à ce moulin, elle et sa famille seront immédiatement frappées par une terrible malédiction. Celle de Poséidon en personne, dieu des mers et des océans. À ta place, je n'y toucherai pas. Je t'aurais prévenu. C'est sur ces paroles effrayantes, interdisant normalement toute idée de continuation, qu'Amaury s'emparait définitivement de l'objet. Mais à cause de ses larges épaules, Louise ne pouvait absolument rien voir de ce qu'il venait de retirer du sable, et qu'il tenait désormais entre ses mains. Le dos tourné, il se contentait d'une remarque pertinente. À la base, ce n'est même pas un moulin à sel. Mais je n'ai jamais parlé de moulin à sel, répondit Louise. Je t'ai parlé d'un moulin à café. Puis ça m'énerve que tu te mêles à ce point de mes histoires de famille. Fais voir ce que t'as entre les mains, j'en ai assez de tes idioties. Je viens de vivre un moment M et tu ne le respectes même pas. Sans prêter attention à ce qu'elle venait de dire, il se leva d'un bond et se mit à courir autour d'elle, l'objet toujours confiné entre les mains. Je l'ai trouvé et il y a moi. Et si dans votre famille vous ne voulez pas qu'on touche à vos objets, vous n'avez qu'à en prendre soin et les ranger autre part que dans le sable. En plus, vous êtes des gens bizarres, parce que ce que vous appelez un moulin à sel me ferait plutôt penser à un... Cessant de faire l'idiot, il ouvrit enfin ses mains pour laisser apparaître un joyau. Il acheva sa phrase. Un damier. Enfin, tu sais, un truc avec des cases. Louise découvrait enfin l'objet dans sa globalité. C'était un échiquier encore tout recouvert de sable. Jamais Louise n'en avait vu d'aussi petit, ni d'aussi joli. Elle le frotta si délicatement que des cases claires apparurent sous ses doigts, alternant avec d'autres plus foncées, de forme circulaire. Le plateau au quadrillage bicolore avait été collé sur une boîte rectangulaire et possédait un tiroir qui s'ouvrait avec l'accroche en métal sur laquelle était vissée la petite bille ayant émergé du sable en premier. Un vieil échiquier et pas n'importe lequel. Celui de son ancêtre Philbert, celui qu'il avait embarqué en 1795 à bord du navire du Ken. La mention Valcanube l'authentifiait comme tel. Alors pour Louise, il n'y avait plus aucun doute. L'esprit venait enfin de comprendre ce que son corps ressentait depuis longtemps. Comment avait-elle pu croire une seule seconde que le moment M aurait pu l'emmener à la découverte d'un moulin à café, elle qui n'avait jamais bu d'expresso de sa vie? Comment oublier toutes les vibrations mystiques ressenties sur les échiquiers depuis l'annonce de son père de partir en Italie? Comment oublier ses prémonitions d'enfance, sa certitude de le retrouver un jour, comme si toute sa vie n'avait été qu'une grande ligne droite, semée de jalons pour la mener jusqu'ici, jusqu'à cet objet extraordinaire, parce que sans doute encore magique. Mais ce dont elle était le plus stupéfaite, c'était son état de conservation. Excellent. Comme s'il avait été miraculeusement préservé du temps et des éléments. Elle hésita bien évidemment avant d'ouvrir le tiroir, et se contenta dans un premier temps d'approcher le bout de son nez pour le sentir. Une odeur d'iode s'en dégageait. Amaury s'approcha également pour le renifler à son tour, quand soudain il s'écria « Oh Louise, regarde, il y a un truc décrit là !»« Valcanube, comme dans ton histoire de tout à l'heure, c'est incroyable !»« Ah, mais oui, dis donc, c'est dingue ça !» ironisa-t-elle avec un petit sourire taquin. « Tu parles d'un hasard !» Louise se mit à rire, ce qui ne plut pas à Amaury, pensant qu'il venait d'être pris pour un idiot, car quelque chose l'interpellait. « Mais attends un peu, Louise, tu ne serais pas en train de me faire une blague, là ? Tu n'aurais pas planqué ce truc cet après-midi et simulé un malaise tout à l'heure pour t'écrouler très exactement ici et faire en sorte que je mette le doigt en plein dessus ? Finement joué. Comme ça, tu n'avais plus qu'à m'hypnotiser avec ton histoire de benet et me faire croire à la découverte miraculeuse d'un vieux damier breton, soi-disant magique. T'es vraiment très forte, mais je n'adhère pas, moi. Je ne suis pas un benet, comme tu dis. Crois ce que tu veux, mais à mon tour de te faire une petite confidence. Ce damier, comme tu dis, eh bien ça n'a jamais été un damier. Non, monsieur, c'est un échiquier. Ouvre le tiroir et vérifie par toi-même, tu verras que j'ai raison. Amaury n'obtempéra pas. C'en était trop. Elle l'avait déjà suffisamment pris pour un crétin.
Pas question qu'elle continue à profiter de lui de la sorte. Alors plutôt que d'ouvrir le tiroir avec sa main, il s'adressa directement à l'objet comme dans l'histoire qu'elle venait de lui raconter. Comment t'as dit déjà? Ah oui, Maltamel, donne-nous 2 coca. Coca. On va bien voir s'il est vraiment magique. Mais comme il s'en était douté, rien ne se passa. Le tiroir refusa de s'ouvrir, ce qui le fit sourire. Il en profita alors pour se moquer copieusement de Louise. Tu vois, à la base, c'était bien n'importe quoi ton histoire. Maltamel, donne-moi du sel. Donne-moi. Mais comment tu peux encore croire à tant d'idiotie? C'est ça cause toujours, se dit Louise en regardant Amaury ouvrir le tiroir du bout des doigts et constater la présence de pièces d'échecs. Sur ce point au moins, elle avait eu raison. Le tiroir contenait bien de toutes petites pièces, délicatement posées sur un feutre de couleur noire. C'est peut-être un échiquier, dit Amaury. Je ne suis pas spécialiste, mais il n'est pas magique, et ça, à la base, j'en suis persuadée. Et tu ne peux pas le nier, je viens de t'en faire une éclatante démonstration. Attends, ne parle pas si vite, monsieur, je sais tout. Laisse faire une Valdec, et tu vas voir ce que tu vas voir. Une Valdec, s'étonna-t-il. Ça fait au moins 3 fois que tu dis ce mot-là. Ça aussi, c'est du breton? Oui, c'est mon nom, et j'en suis fier. D'ailleurs, c'est à ce titre que je pense avoir certains pouvoirs. Des pouvoirs? Rien que ça, madame se la pète. Regarde bien si madame se la pète, tu vas être extrêmement surprise. Une gelatier à la framboise, allez, donne-moi en Maltamel. Ce n'est pas n'importe qui te le demande, c'est Louise Valdec en personne. Chapitre 11. À cet instant précis, les 2 pères-dieux fixèrent intensément l'échiquier pour l'encourager à s'ouvrir. Mais rien ne se passa comme prévu, et le tiroir refusa d'obtempérer aux ordres de mademoiselle Valdec. Forcément, Louise était plus que déçue, pour ne pas dire dépitée d'être passée à ce point pour une idiote, et Amaury ne se priva pas de le lui faire comprendre. Pour lui, l'histoire était entendue. Il était désormais persuadé que tout ceci n'était qu'une supercherie savamment orchestrée par sa nouvelle copine pour l'impressionner, comme lui avait si bien su le faire à la piscine. Alors, puisque l'objet n'était en rien magique, et qu'il ne savait pas jouer aux échecs, il proposa à Louise de le garder. Elle ne se fit pas prier. Après avoir rejoint Lucas et Valentin, jeté un œil désintéressé sur leur gigantesque palais de sable, le petit groupe prit le chemin du retour. La nuit tombait déjà, et la promesse d'un retour avant 22 heures se devait d'être honorée. En rentrant, Louise se dirigea directement vers sa chambre, sans rien dire, sans montrer aucune émotion particulière. Rien qui ne puisse éveiller une quelconque suspicion de la part de l'un de ses parents. Elle s'allongea, éteignit sa lampe de chevet et fit mine de s'endormir, en attendant que ses parents aillent à leur tour se coucher. Un leurre, car Louise ne voulait pas dormir. Pas déjà. Trop d'excitation qui la rendait ô combien nerveuse. Non seulement elle venait de devenir l'heureuse propriétaire d'un échiquier soi-disant magique, mais en plus, Célérine ne lui avait pas lancé de sortilège, à l'image des cauchemars qu'elle faisait chaque nuit. Bien au contraire, c'est un cadeau providentiel qu'elle lui avait offert en lui racontant un jour cette histoire d'échiquier. Toute sa vie allait sans doute en être modifiée à présent. Seule contrariété de la soirée, et pas des moindres, l'objet semblait dépourvu de pouvoir. Il était déjà plus de minuit, et ce n'était pas faute d'avoir essayé, d'avoir tout essayé. Des dizaines de tentatives, mais rien. Jamais le tiroir n'avait voulu obéir pour combler les désirs de Louise. Pourtant, c'était bien gravé dessus Valcanube. Alors pourquoi ne voulait-il pas l'entendre et exaucer ses désirs? Justement parce qu'elle était une Valdec et non un Valdec? Un détail qui pouvait avoir son importance, selon Célérine qui s'était exprimée en ce sens. Il suffit juste d'être un Valdec, de faire un vœu et de prononcer la formule écrite dans le grimoire pour que l'objet libère ses pouvoirs. Aussi, pour en avoir le cœur net, elle avait demandé à son frère de venir la rejoindre dans la chambre. Sa mission était simple, s'adresser à un petit coussin rose sous lequel elle avait dissimulé l'échiquier, afin qu'il prononce un vœu en répétant les paroles qu'elle lui soufflait à voix basse. Évidemment, il avait refusé d'entrer dans le jeu de sa sœur, de peur d'être pris pour un idiot. Mais sur la base d'un deal, elle avait finalement accepté d'obtempérer. Maltamel, donne-nous des bonbons, plein de bonbons, c'est un Valtec qui te le demande. Les mains posées à plat sur l'oreiller rose, il s'y était repris plusieurs fois, contraint et forcé par sa sœur.
Mais malgré les innombrables incantations, ce diable de repose-tête s'était à chaque fois refusé à distribuer des friandises comme on le lui avait suggéré. Lucas était reparti, se coucher, et le billet de 5 euros qu'il tenait dans sa main pour avoir accepté de quémander tout et n'importe quoi, y compris de la pâte chocolatée aux éclats de noisettes, ne lui faisait pas poser plus de questions. Étonné par tant de générosité, il avait même fait une proposition à sa sœur. Revenir le lendemain refaire le même travail au même tarif. Ce qu'elle déclina évidemment. Hors de question. Il n'était qu'un nul, un incapable. Mais pour Louise, la preuve était faite. Maltamel ne faisait pas ouvrir le tiroir du petit échiquier, quel que soit le Valdec qui le lui demandait. Et cela la faisait cogiter, elle, l'éternelle inquiète. L'objet serait-il trop vieux pour ne plus vouloir s'ouvrir? À moins qu'il n'obéisse pas à cette formule, mais plutôt à une autre. Pas impossible, mais laquelle? Après tout, ce serait logique. Sinon, pourquoi Melchior aurait-il fait apparaître un grimoire sur la table en partant de chez Euphémie? Qui pourrait m'aider à démêler toute cette histoire? Amaury? Valentin? Pas la peine, ils comprendraient rien. En plus, ils sont pas de la famille. Lucas? Oublions, il est moins rien. Incapable d'ouvrir un tiroir avec le son de sa voix. Alors que tous ses ancêtres arrivaient à le faire sans aucune difficulté. Je ne veux même pas qu'il soit au courant de ma découverte. Maman? C'est une Lefèvre. Elle va encore me dire que c'est juste une histoire à dormir debout. Philbert? Bon, j'imagine qu'il est mort, et son ami Philidor aussi. Et Melchior dans tout ça? Lui non plus ne doit plus être de ce monde. Tout le monde meurt dans les sorciers. C'est écrit dans mon livre, hein. Harry Potter. Et mon père? Mais oui, c'est un Valdec, lui aussi. Alors qui sait si Célérine ne lui en a pas raconté davantage qu'elle ne l'aurait fait pour moi et pour Lucas? Elle était beaucoup plus jeune à cette époque. Et qui sait si elle n'avait pas encore la mémoire des lectures faites dans son grimoire? Pas comme nous quand elle oubliait la moitié de ce qu'elle racontait. Demain, il faudra que j'en ai le cœur net, que je questionne mon père. Mais acceptera-t-il de me répondre? Lui qui ne dit jamais rien? Lui qui ne me regarde même pas? Puis il y a Célérine. Mais si j'ai bonne mémoire, elle a perdu le livre dans les sous-bois, où vivent les Corrigans. Encore des histoires, tout ça. Des légendes pour nous faire nous coucher plus tôt. En tout cas, ce serait lui le précieux sésame. Lui, l'objet à récupérer pour avoir l'information qu'il me manque. La formule. La seule. L'unique. Celle qui ferait ouvrir le tiroir de l'échiquier pour exaucer mes vœux. À condition que toutes ces histoires soient vraies. Célérine m'a-t-elle seulement dit la vérité? Demain à la première heure, je contacterai les filles en Bretagne pour qu'elles lui rendent une petite visite, histoire de vérifier si sa version des faits tient toujours. Ah, au fait, j'y pense. J'ai complètement oublié de prévenir Nolwenn de mon arrivée. Oh, ce que je suis nulle. D'un autre côté, le temps passe tellement vite ici. Malgré l'heure tardive, Louise envoya finalement un petit message aux filles pour leur annoncer son arrivée et s'excuser du retard. Elle avait tellement eu à faire au cours de cette première journée. Essaya de trouver le sommeil. En vain. Entre l'envie de trouver la bonne formule ou ne rien faire, Louise hésitait. Pesait le pour, le contre, argumentait, contre-argumentait, se disant qu'il serait sûrement plus simple de le garder en l'état, tel quel, comme un souvenir de famille, une sorte d'héritage Valdec, pour compenser la perte du grimoire, plutôt que de se poser toutes sortes de questions auxquelles elle n'avait de toute façon pas de réponse. Entre les deux options, son cœur balançait, mais à bien y réfléchir, elle ne l'avait pas trouvé par hasard. Les miracles, ça existait, un peu comme dans les légendes de Célérine. Alors pas de doute, il lui fallait aller jusqu'au bout, conserver l'objet et trouver comment le faire fonctionner, coûte que coûte. À moins que ce ne soit juste un prétexte. Une raison non avouée pour vivre la part d'aventure dont elle rêvait depuis toujours, enfin à son tour une héroïne, celle de sa propre histoire. Face à tant de tergiversations, Louise n'avait pas eu le temps d'avancer sa lecture du Petit Prince. On était toujours à la page 4, celle du mouton et des bois. La soirée avait été si chargée qu'elle n'avait pas trouvé 2 minutes pour aller plus loin que les intrigantes dédicaces qui l'avaient ô combien interpellée. Alors pour ça aussi, elle verrait demain. En attendant, pourquoi ne pas faire une petite partie d'échecs puisque le sommeil ne voulait pas d'elle?
Juste quelques coups sur ce nouvel échiquier qu'elle reprenait entre ses mains. Louise l'observa et le sentit de nouveau. Il sentait toujours aussi bon. La mer, le sel. Avec sa main droite, elle ouvrit délicatement le tiroir et sortit les pièces une à une. De petites figurines lourdes, joliment ciselées, façonnées dans un métal de qualité. Chacune d'elles ressemblait à une œuvre d'art. Il n'en manquait pas une. Louise les disposa toutes à leur place respective et commença à jouer. Pour une fois, les personnages historiques censés l'habiter ne seraient pas difficiles à trouver. Elle serait Filbert, pour les mauvais coups côté blanc, et nettement plus inspirée côté noir, sur une défense de type Philidor, qui pour le coup devrait l'emporter facilement. 34 coups plus tard, Philidor prononçait effectivement l'échec et mat. La partie était pliée, et Louise rangea minutieusement les pièces dans l'écrin noir. En refermant le petit tiroir à l'aide de la manivelle, elle tendit l'oreille pour écouter le joli bruit qu'il faisait en coulissant. Il n'opposait aucune résistance. Alors pourquoi ne voulait-il pas s'ouvrir aussi magiquement que ne l'avait fait en d'autres temps le tiroir du moulin à café? Peut-être en saurait-elle plus demain. En attendant, d'avoir pratiqué son art sur un tel échiquier la rendait fière. C'était vraiment un très bel objet, unique en plus. Unique d'avoir appartenu à un champion. Unique d'avoir été offert comme cadeau à l'un de ses ancêtres. Et unique pour avoir été rendu, soi-disant magique, par un enchanteur de génie. Quelle destinée pour une si petite chose! Il était juste merveilleux et Louise mesurait à quel point il possédait déjà un pouvoir inestimable. Celui de l'avoir définitivement débarrassé des étranges phénomènes qui l'envahissaient et l'oppressaient tous les soirs depuis l'annonce de son voyage en Italie. C'en était fini. En le prenant ce soir-là entre ses mains, elle n'avait perçu aucune sensation douloureuse, aucun tremblement, aucun trouble. Rien qui ne puisse ressembler de près ou de loin à tout ce qu'elle avait ressenti la veille et les jours précédents. Après tant d'émotions, Louise finit par s'endormir, l'échiquier de Filbert bien serré contre sa poitrine. Le lendemain, à peine réveillée, place aux choses sérieuses. Elle allait enfin en découdre avec celui qui faisait de la rébellion, refuser de s'ouvrir et d'exaucer ses vœux. Alors, plutôt que de rester enfermée dans sa chambre, comme elle l'aurait fait en temps normal, Louise se leva la première et fit les 100 pas en attendant que son père daigne vouloir se réveiller. Mais, par malchance, il récupérait de sa nuit blanche et se leva en dernier. Une attente interminable face à un copieux petit déjeuner fait de jus d'orange et de tranches de pain recouvertes d'une pâte chocolatée enfin abondante. Lorsqu'il posa un pied à terre, ce fut pour s'enfermer directement dans la salle d'eau, sans laisser à sa fille la moindre possibilité de pouvoir l'interpeller. Elle aurait pourtant tellement aimé le faire pour le questionner sur l'échiquier. Il fallait encore attendre, et ceci l'agaça. Que d'aller-retour avait-elle pu faire entre sa chambre et le sanitaire où son père semblait s'être définitivement endormi? Louise n'en revenait pas qu'on puisse mettre autant de temps pour se laver les dents et enfiler un simple short. Inconcevable. Pour une fois, Franck prenait tout son temps en regardant longuement dans le miroir, ce qui n'arrivait quasiment jamais, car les hommes ne se supportent pas, car les hommes qui ne supportent pas n'aiment pas se regarder. Qui ne se supportent pas n'aiment pas se regarder. Ah bah cette fois il manque un mot, dis donc. Pas simple de remettre un peu d'ordre sur cette tête fatiguée qu'il reconnaissait à peine. À son tour d'essayer de comprendre ce qu'il était devenu depuis toutes ces années. Et ce qui s'y reflétait ne lui faisait ressentir que du dégoût. Il voyait un type incompris, fatigué, aux traits tirés, aux yeux cernés et aux tempes grisonnantes. Mais plus loin encore, il voyait un homme complètement passé à côté de sa vie, à côté de sa femme et à côté de ses enfants. Un type égoïste qui avait vécu sans jamais se retourner et sans jamais donner d'amour. Il en prenait une nouvelle fois conscience et en était dégoûté. Mais à présent, il avait envie de changer, de tout faire pour sauver son couple. Envie d'en finir avec cette situation dramatique dans laquelle il avait embarqué tout le monde.
lui compris. À présent, il avait coupé le cordon avec sa mère, qu'il s'était défait de son emprise, il lui fallait grandir, devenir un homme. Le mari, le père qu'il n'avait jamais été. Un vrai challenge, un défi. Et pour ça, il devrait aussi accepter de parler, de se confier, de se libérer. Pas si simple. Mais ce changement, c'était maintenant qu'il fallait l'opérer. Maintenant ou jamais. En Italie, point de départ d'une nouvelle vie. Question de vie ou de mort. Lorsqu'il sortit enfin, il était attendu de pied ferme pour répondre à un interrogatoire sans précédent. Lui qui ne parlait jamais allait devoir rendre des comptes, retrouver la mémoire et reparler de son passé. D'ailleurs, pour être certaine d'arriver à ses fins, Louise ne ferait pas dans la dentelle. Elle serait directe, quitte à surprendre, quitte à déstabiliser, quitte à provoquer l'électrochoc dont il avait certainement besoin pour sortir de son silence et de son immuable carapace. À peine avait-il entr'ouvert la porte que Louise l'interpellait. « Eh ben quand même! J'ai bien cru que tu ne sortirais jamais de cette salle d'eau. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais raconté d'histoire quand j'étais petite? T'en connais pas ?» Impossible de faire plus direct. Désarmant. Heureusement qu'il avait pris de nouvelles résolutions, entrepris de redorer son blason, d'essayer de changer, de sortir de son silence. Sinon, comment aurait-il pu résister à sa fille, si inquisitrice et autoritaire, effaçant subitement l'ancienne, discrète et renfermée? Fidèle à ses habitudes, il se racla un peu la gorge. Une petite voix intérieure l'encourageait. « Parle, dis quelque chose, fais un effort. »« Si, je t'en ai raconté. »« Parle, encore plus, elle est nulle ta réponse. Lâche-toi, bon sang !»« Ah bon? Et lesquelles ?» demanda Louise. Je sais plus. Attends, je vais te le dire. » Franck baissa la tête pour réfléchir et sortit vers l'extérieur lorsqu'il vit poser sur la table de la terrasse son livre du Petit Prince. Pour une fois, tous les mots se mirent à vouloir sortir en même temps. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que fait ce livre sur la table? Qui l'a posé ici ?»« De quel livre parles-tu » demanda Émilie. Franck se répéta. « Le Petit Prince, qu'est-ce qu'il fait là? Qui l'a apporté ici ?»« C'est moi, répondit Louise. J'ai eu envie de le lire, alors je l'ai pris dans notre salon. On dirait que ça t'embête. » Franck ne répondit pas, faisant mine de grommeler, de faire l'ours. Puis il s'assit, posa sa tête entre ses mains et commença à parler. Une nouvelle âme semblait définitivement vouloir jaillir de ce corps froid, tout juste réveillé. Le moment paraissait opportun. Il avait assez attendu comme ça. Alors il se lança, lâcha quelques bribes, tourna autour du pot, utilisant des images difficiles à comprendre et des métaphores. Qu'importe. Il faisait un premier pas, franchissait une première étape. Et peu importe s'il répondait ou non à la question qu'on venait de lui poser. T'as raison, Louise. C'est une question essentielle que tu me poses là, et je vais y répondre. Ça fait trop longtemps que je me tais. J'en ai assez maintenant. Je veux sortir de cette prison où je me suis réfugiée il y a bien trop longtemps. J'avais ton âge. Eh ben, c'était ça, ton histoire? Elle est pas vraiment drôle, dit Louise en comprenant en partie ce qu'il venait de dire. Un cri du cœur, sans doute maladroit. Un appel au secours qui allait très exactement dans le sens de ce qu'elle avait pu lire, de ce qu'elle avait pu comprendre, en lisant les dédicaces du Petit Prince. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment pour en parler, surtout pas dans les autres. Moi, dit Lucas en se jetant sur ses ongles tel un hamster affamé, j'y comprends rien à ton histoire de prison. Mais quand même, t'as pas répondu à la question. Remarque, moi j'aurais fait pareil à ta place. Une question comme ça ne mérite pas de réponse. Émilie aussi avait tendu l'oreille. Comme ça, mine de rien. Elle savait effectivement son mari gardien d'un grand secret, mais il ne s'était jamais livré. Même pas à elle. Pourtant, il semblait prêt à le faire. Et il le prouvait, en lançant spontanément quelques mots. Elle creuserait l'affaire, profitant pourquoi pas d'un dîner en tête-à-tête programmé le lendemain dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. 20 ans de mariage, ça se fête. Alors, ta réponse, relança Louise. Ah oui. Toujours la même petite voix. Allez, Franck, parle, fais-les rire, dis quelque chose. En fait, j'ai jamais voulu te faire peur. C'est pour ça que je ne t'ai jamais raconté d'histoire. C'est vrai que j'aurais pu faire comme tous les pères, te raconter de douces histoires comme la souris verte qui se fait ébouillanter dans l'eau bouillante. Celle de Malbrouct qui part en guerre et qui ne reviendra jamais. Ou encore le petit poussé qu'un ogre veut avaler tout cru.
Mais non, je... Oh là là, interrompit Louise désespérée. Je ne te parle pas de ça, je te parle de vraies légendes. Une petite histoire comme le... Bah, l'échiquier, par exemple. Voilà, le mot était lâché. Ah oui, dit Franck. Je t'ai déjà raconté celle du mage Sissa, à qui on avait offert un royaume. Mais non, pas ça non plus, bougonna-t-elle de nouveau. Mais tu comprends rien, je te parle des histoires de Célérine. Ta mère, elle adore en raconter, et elle t'en a forcément délivré quelques-unes. Pourquoi tu ne me les as jamais transmises? Je veux bien faire des efforts, répondit Franck, mais là, je m'en souviens plus, hein. C'est loin, tu sais. Mais c'est impossible, déplora Louise. Tu as forcément entendu parler de Corrigan, de Melchior, de Moulin à café et de Philidor. Émilie regardait sa fille, médusée et consternée. Que lui arrivait-elle pour parler sur ce ton, avec autant d'insistance et d'arrogance, elle d'habitude si réservée et si peu communicative? Mais calme-toi, dit Franck, je ne te savais pas comme ça, pas aussi excitée. Je vais me préparer un café, je reviens dans 5 minutes. Je réfléchis à ce que tu demandes, t'inquiète pas. Franck allait-il retrouver la mémoire de son enfance? Apporterait-il à sa fille la clé, la formule pour exaucer ses vœux? Je pense que je vais m'arrêter là à la fin du chapitre 11. Comme ça, on rattaquera sur le chapitre 12. Et je trouve que le chapitre est bien écrit, parce que même le chapitre termine sur une petite note de suspense. Et on pourra reprendre pas mercredi, parce que mercredi, du coup, mon chéri et JC ont prévu un truc. Et donc, si je veux voir le film avec eux, voilà. Soit j'annule, soit je suis frustrée. Lily, t'as faim? Non, non, elle a eu à manger. Non, non, c'est pas qu'elle a faim, ce qu'elle veut, c'est qu'elle a. Elle veut de l'attention. Elle veut que je m'occupe d'elle. Elle a été toute seule toute la journée, alors forcément, là, elle réclame. Ah, ça s'est plutôt bien passé ce soir, je trouve. J'ai pas eu trop à lutter contre les bailloux. Ça va. J'ai un peu bafouillé, mais pas plus que d'habitude. Le nez s'est bouché par moments, mais je pense que ça s'est pas trop entendu. Je suis plutôt contente. Un petit commentaire peut-être, un petit conseil, un truc que moi j'entends pas peut-être. Le micro par exemple, est-ce qu'on m'entend pas trop respirer? Eh ben à la suite si tu veux. Ok. Si c'est tranquille, dans ce cas, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Je vais mettre la pub. Et puis on va se rejoindre en vocal si tu veux. En tout cas, merci à tous ceux qui auront suivi la lecture. Merci beaucoup. Donc rendez-vous peut-être jeudi, sinon lundi pour la suite de ce livre. Donc, et crotte, j'avais permis l'annonce. Mais pour acheter ce livre, je ne l'ai trouvé que sur Amazon, partie italienne, La malédiction d'Arwen, par Thierry Leguet. La couverture que vous avez n'est pas celle du livre que moi on m'a prêté. Hop, rien à voir. J'ai là pour être en face. Et derrière non plus, rien à voir. Yeah. Voilà. Celle que vous avez déjà, elle ressemble un petit peu plus. Il a un peu plus travaillé son image. C'est une photo qu'il a prise pour faire de la politique, ça déjà. Celle que vous avez. Du coup, bah oui. Rendez-vous peut-être jeudi, sinon lundi pour un prochain stream lecture. Et dimanche pour un stream de jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ah non, ça c'est la lecture encore. Et puis, bah, bonne soirée, bonne nuit à tous.